Bonjour à tous, je m'appelle Éric Legrand et je suis professeur de rhumatologie au CHU d'Angers dans la région des Pays de la Loire. Et je vais vous parler aujourd'hui de la conduite à tenir chez un patient qui est hospitalisé ou examiné en consultation pour une névralgie cervico-brachiale. Alors voici les mentions légales de ce diaporama utilisé pour un cours en ligne. Première étape, donc, affirmer l'existence d'une névralgie cervico-brachiale. Alors, c'est bien sûr une douleur cervicale associée à une douleur du membre supérieur. Cette douleur du membre supérieur, elle est classiquement unilatérale, intense et impulsive à la toux, et elle va emprunter les trajets classiques. C5, à la face externe de l'épaule et du bras. C6, à la face externe du bras de l'avant-bras vers le pouce. C7, à la face postérieure du bras et de l'avant-bras vers le deuxième et le troisième doigt. Et C8 à la face interne du bras et de l'avant-bras vers le quatrième et le cinquième doigt. Ces douleurs peuvent être associées à des paresthésies sur le même territoire radiculaire et parfois aussi avec une sensation d'hypoesthésie décrite par le patient sur le même territoire radiculaire que la douleur. Les signes d'examen positifs, il va falloir examiner le rachis cervical et le membre supérieur, mais aussi le thorax dans sa totalité chez un patient bien dévêtu. Les signes rachidiens ont globalement une faible valeur diagnostique. Contracture, points douloureux, limitation de la mobilité cervicale sont peu spécifiques. Un peu plus intéressant, le réveil de la douleur radiculaire, en particulier de l'avant-bras et de la main, par la mobilisation du rachis. Pour le membre supérieur, on va rechercher une hypo ou une anesthésie dans le territoire radiculaire douloureux. On va rechercher l'abolition unilatérale du réflexe bicipital en faveur de C5, du stylo-radial en faveur de C6, du réflexe tricipital en faveur de C7 et du réflexe cubitopronateur en faveur d'une atteinte C8. Le déficit moteur est plus rare dans les névralgies cervico-brachiales, mais il peut toucher l'abduction du bras pour C5, la flexion du coude et du pouce pour C6, l'extension du coude, du poignet et des doigts pour C7, et la flexion ainsi que l'écartement des doigts pour C8. Les signes d'examen négatifs sont très importants et il est indispensable de les rechercher en raison du grand nombre de diagnostics différentiels. Dans une névralgie cervico-brachiale, l'examen des articulations de l'épaule, la gléno-humérale, l'acromioclaviculaire et aussi la sternoclaviculaire, cet examen est parfaitement normal, il n'y a pas d'arthrite sur ces articulations. On ne retrouve pas de signes en faveur d'une atteinte de la coiffe des rotateurs, principal diagnostic différentiel. L'examen vasculaire du membre supérieur est rassurant. Il n'y a pas d'atteinte plexique, pas de syndrome de Claude-Bernard-Horner, pas d'atteinte des voies longues et notamment pas de syndrome pyramidal. Et bien évidemment, dans une névralgie cervico-brachiale commune, les creux axillaires et les creux susclaviculaires sont libres. On ne retrouve pas d'adénopathie. La névralgie cervico-brachiale peut se compliquer, d'une part d'un déficit moteur. Cette névralgie cervico-brachiale paralysante va intéresser, là encore, l'une des racines nerveuses de C5 à C8. Le déficit moteur est habituellement franc, coté entre 0 et 3 sur une échelle qui va jusqu'à 5. Si le patient est très douloureux et donc difficile à examiner et à tester, eh bien, il faut lui administrer un opioïde fort, un antalgique de palier 3 d'action rapide, et le réexaminer environ 30 minutes plus tard. Devant cette névralgie cervico-brachiale paralysante, un scanner ou une IRM sont indiqués en urgence et bien sûr un avis chirurgical pour envisager un geste de décompression dans un délai inférieur à 24 heures. Deuxième complication, beaucoup plus rare mais beaucoup plus grave, la névralgie cervico-brachiale associée à une compression médulaire cervicale. Alors on va retrouver ici la sémiologie classique de la compression médulaire, c'est-à-dire un syndrome lésionnel, avec la névralgie cervico-brachiale qui est mono ou pluriradiculaire, qui est uni ou bilatéral, le plus souvent asymétrique, et un syndrome sous-lésionnel, avec une tétra ou paraparésie responsable de troubles de la marche, un syndrome pyramidal, des troubles sensitifs variés, souvent mal systématisés, mais avec parfois un niveau sensitif qui est très évocateur du diagnostic. Les troubles sphinctériens sont plus tardifs. C'est bien sûr une urgence absolue, avec la nécessité d'obtenir une imagerie en coupe de type IRM ou scanner dans un délai inférieur à 3 heures pour identifier la cause qui est fréquemment une tumeur. Un avis neurochirurgical doit être obtenu immédiatement pour envisager une décompression
dans un délai inférieur à 6 heures. Une fois cette phase diagnostique passée, il va falloir s'intéresser à l'étiologie en se rappelant que dans 95% des cas environ, la névralgie cervico-brachiale est commune et bénigne. Le patient est donc apyrétique, il n'a pas maigri, il n'a pas été traumatisé, il n'a pas d'antécédents récents de cancer ou d'infection. La névralgie cervico-brachiale est assez typique, unilatérale, monoradiculaire. Des réveils nocturnes sont toutefois possibles si la douleur est intense. La raideur cervicale est unie ou bidirectionnelle. L'examen clinique du thorax est parfaitement normal. Il n'y a aucun autre signe neurologique en dehors de la NCB. Les radiographies du rachis cervical sont rassurantes, c'est-à-dire soit normales, soit montrent une cervicarthrose. Et les causes classiques sont la hernie discale, plus fréquente chez les gens jeunes avant 50 ans, 60 ans, et l'arthrose cervicale avec le plus souvent un nodule disco-ostéophytique partiellement compressif. Alors, quand faut-il évoquer une névralgie cervico-brachiale symptomatique, c'est-à-dire reliée à une maladie tumorale ou une maladie infectieuse? D'abord sur des terrains particuliers, le patient qui a été traumatisé et qui peut donc avoir une fracture du rachis cervical, les patients qui sont en cours de traitement ou qui ont un antécédent pour un cancer récent avec un potentiel métastatique, et les patients victimes d'une infection grave dans les semaines précédentes. Certains signes cliniques font penser à une névralgie cervico-brachiale symptomatique, comme le début insidieux, l'aggravation des douleurs au fil des semaines, l'absence d'amélioration de la sémiologie au bout de 3 à 4 semaines, et puis bien évidemment tous ces signes inquiétants que sont la fièvre, l'anorexie, l'amaigrissement, une toux chronique, une hémoptysie, une hématurie, la découverte lors de l'examen clinique d'une adénopathie, d'une tumeur mammaire, d'un gros foie, d'une grosse rate, d'une circulation veineuse collatérale. L'atteinte pluriradiculaire avec raideur cervicale bidirectionnelle inquiète fortement en faveur d'une tumeur. Et puis bien sûr, la présence d'un syndrome de Claude Bernard Horner ou de signes de compression médulaire. Vous connaissez les étiologies possibles de ces NCB symptomatiques, avant tout les métastases osseuses, le myélome et les tumeurs malignes de l'apex pulmonaire. De façon plus rare, les spondylodicites infectieuses, car souvent, au cours de ces pathologies infectieuses, ce sont les cervicalgies qui sont prédominantes et la radiculalgie au second plan. De façon plus exceptionnelle, un urinome, un ostéome ostéoïde, une syringomyélie, et puis bien sûr, sans oublier, les fractures et les luxations post-traumatiques. Si vous avez réuni des arguments en faveur d'une névralgie cervico-brachiale d'allure tumorale, eh bien, il faut bien évidemment envisager une IRM ou un scanner pour confirmer cette tumeur vertébrale et apporter des éléments en faveur de la malignité, métastase, myélome. Si cette tumeur paraît maligne sur le scanner ou sur l'IRM, il faut regarder l'électrophorèse des protéines. La présence d'un pic d'allure monoclonale ou d'une hypogammaglobulinémie profonde feront évoquer avant tout un myélome, parfois un lymphome. Et en l'absence de pic monoclonal ou d'hypogammaglobulinémie, il faut chercher la métastase osseuse d'un cancer primitif, en se rappelant de la fréquence du cancer bronchique et aussi des métastases osseuses des cancers du sein, de la prostate, du tube digestif et du rein. L'examen clinique est utile, la mammographie chez les femmes, une radiographie du thorax est indispensable, complétée bien sûr par un scanner TAP. On ne traînera pas pour demander en radiologie interventionnelle une biopsie vertébrale, parfois c'est un chirurgien qui fera le prélèvement, dirigé sur la tumeur de façon à obtenir la certitude de la malignité et une très forte orientation en termes de nature tumorale et d'organes cibles. Quelques diagnostics différentiels que l'on observe d'abord en consultation. Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, c'est une erreur diagnostique fréquente en consultation, car le patient a une douleur de la face externe de l'épaule du bras et parfois de l'avant-bras, car il a une cervicalgie réactionnelle compte tenu du fait qu'il ne peut plus utiliser son épaule. L'examen clinique, bien sûr, va permettre de rectifier le diagnostic en ne montrant pas de signes neurologiques, en ne montrant pas de douleur de trajet radiculaire et surtout en observant que le déficit de la mobilité et la douleur sont avant tout provoqués par l'abduction et l'élévation du bras. Les pathologies osseuses tumorales de l'omoplate et de l'humérus sont un diagnostic différentiel possible mais assez rare.
Les radiculites infectieuses sont responsables surtout de douleurs neuropathiques et d'une atteinte pluriradiculaire. On pense au Lyme, au zona et à l'herpès. Quelques épidurites tumorales sans atteinte vertébrale au cours des lymphomes. Et puis une pathologie rare, le syndrome de Parsonage et Turner, qui va donner une douleur intense de l'épaule, du bras et de l'avant-bras, d'allure neuropathique. Puis, au bout de quelques semaines, d'une paralysie de l'épaule et du bras et d'une importante amyotrophie de l'épaule. Cette atteinte qui est de nature plexique sera confirmée par les explorations neurophysiologiques. Alors, pour traiter la névralgie cervico-brachiale commune, il faut d'abord connaître un certain nombre d'informations. C'est une pathologie qui guérit spontanément dans un délai le plus souvent inférieur à 2-3 mois et la patience est donc recommandée en prohibant les aventures thérapeutiques. La nature et la taille des lésions observées avec le scanner ou l'IRM ne permettent pas de prévoir le pronostic. La présence d'une arthrose ou même la présence d'une hernie discale ne vont pas empêcher la guérison de l'immense majorité des NCB avec un traitement médical. Et en dehors des antalgiques, qui sont très utiles, le niveau de preuves scientifiques disponibles pour les traitements proposés est très faible, très peu d'études randomisées dans la littérature, encore moins d'informations fiables que pour la prise en charge des lombosciatiques aux membres inférieurs. On tiendra compte bien sûr de la durée d'évolution du syndrome douloureux. On prendra en compte les traitements réalisés avant leur hospitalisation et leur efficacité partielle. Et surtout le contexte professionnel, psychosocial et familial, ce contexte qui va influencer le niveau de la douleur, la satisfaction vis-à-vis des soins et la résistance apparente au traitement médical ou chirurgical. Certaines thérapeutiques ne marchent pas ou sont dangereuses, le repos au lit au-delà de 3 jours, la kinésithérapie qui est inefficace pour la douleur radiculaire, l'ostéopathie avec un risque d'aggravation clinique et de complications et notamment de complications paralysantes, et les myorelaxants. Il faut en revanche toujours prendre du temps pour rassurer le patient. L'examen clinique attentif, extensif, dont on soulignera la normalité, permet de rassurer le patient en affirmant que la pathologie, certes, est douloureuse, certes, va demander quelques semaines pour guérir, mais n'est pas de nature tumorale. La prescription des antalgiques bien adaptée au niveau de la douleur exprimée par le patient permet, là encore, de rassurer, avec au minimum du paracétamol associé à un opioïde faible, qu'il s'agisse d'opium, de tramadol ou de codéine. Le plus souvent, notamment lorsque les douleurs sont intenses, le paracétamol sera associé à du sulfate de morphine, 40 à 80 mg par jour réparti en 2 prises, ou à l'oxycodone, 20 à 40 mg par jour réparti en 2 prises. On n'oubliera pas de prescrire des opioïdes chez ces patients très douloureux, mais on gardera en mémoire qu'il faut aussi savoir organiser la décroissance posologique aussi rapidement que possible pour éviter l'installation d'une dépendance à ces médicaments particuliers. Pour limiter les doses et la durée des opioïdes, il faut toujours associer 3 g de paracétamol par jour. On peut prescrire des anti-inflammatoires aux patients si le médecin traitant ne l'a pas déjà fait en l'absence de contre-indications digestives, rénales ou vasculaires et uniquement chez les patients dont l'âge est inférieur à 65 ans. Passé 65 ans, les AINS sont un mauvais rapport bénéfice-risque chez ces patients en raison des complications possibles du point de vue digestif, rénal ou vasculaire. Après échec des AINS ou en présence d'une contre-indication aux AINS, il est classique de prescrire une corticothérapie par voie orale en utilisant de la prednisone, par exemple à la posologie de 0,5 mg/kg pendant 5 à 10 jours. Aucun essai randomisé ne confirme formellement l'efficacité de cette thérapeutique, mais elle est souvent observée par les médecins. Le collier cervical est une prescription classique, ancienne, pour quelques jours. Là encore, aucun essai ne prouve l'efficacité et à l'évidence, le port du collier cervical ne doit pas être prolongé au-delà d'1 semaine. Dans le traitement de la névralgie cervico-brachiale commune, la chirurgie rachidienne est possible, mais rarement indiquée compte tenu de l'évolution spontanément favorable de la pathologie. Cette indication va reposer sur 3 éléments qui doivent être réunis pour le patient. Le premier, c'est bien sûr la parfaite corrélation entre le syndrome douloureux, les signes recueillis par le rhumatologue à l'examen clinique et la présence au bon endroit d'une vraie hernie discale causale ou d'un nodule disco-ostéophytique compressif.
Deuxième argument important, le syndrome radiculaire persiste, et pas seulement la cervicalgie, avec un traitement médical qui a été complet et qui a inclus au moins à un moment des antalgiques de palier 3, au moins à un autre moment de la prednisone, avec une certaine patience pendant quelques semaines. Bien évidemment, il faut vérifier l'absence de détresse psychologique, car une détresse psychologique peut par elle-même expliquer une douleur persistante, en particulier une cervicalgie persistante, avec dans cette situation un examen clinique qui se normalise, mais un patient qui reste douloureux. Voici les messages qu'il faut ramener à la maison. Tout d'abord, le caractère indispensable de l'examen neurologique, mais aussi de l'examen du thorax et de l'épaule devant une apparente névralgie cervico-brachiale. Se rappeler que le diagnostic de névralgie cervico-brachiale commune est ultra majoritaire quand la radiculalgie est typique, unilatérale, bien systématisée, très douloureuse, impulsive à la toux. Il est utile de prescrire un scanner ou une IRM devant une névralgie cervico-brachiale inquiétante au regard du terrain, antécédent de cancer par exemple, des signes cliniques alarmants, un amaigrissement, une fièvre, une adénopathie, une toux rebelle. Le traitement de la NCB commune est empirique et peu de preuves scientifiques sont disponibles en 2018. Enfin, la chirurgie, toujours possible, est rarement indiquée dans la NCB commune car l'évolution est habituellement favorable en quelques semaines. Prendre un peu de recul est absolument indispensable. Je vous remercie.